Hey, salut tout le monde, c'est Tatoua pour une nouvelle vidéo comics versus film. Je suis accompagné par Fred. Et aujourd'hui, on parle de... Et aujourd'hui, on parle de... Spider-Man. Bravo. Ok, alors, Spider-Man, le problème, c'est que... Droit à licence de film. Non, 4 licences de films. Non, on va pas parler de celle des années 80. Non, je parle de Spider-Man New Generation. C'était pas inintéressant, qui était super, même. Qui était très bien. Bon, même s'il y a quelques petits trucs qui me chagrinent dedans, il y a trop de Spider-Man. C'est pas des clones. Non, au moins c'est pas des clones, non. 4 licences de films, oui, puisqu'on ne parle pas donc de celles des années 70. Des dessins animés à l'appel, oui, depuis le premier il a été en 67, avec le générique qui est resté, pour le coup, vu que dans la dernière version des films, le générique est basé dessus aussi. Tout à fait. C'est le thème de Spider-Man que tout le monde connaît. Tout à fait. Et Pierre Parker, que nous aimons beaucoup. Pierre Parker, ouais. Et en bande dessinée, pareil, au moins 2 itérations majeures. Le Spider-Man de l'univers 616, Terre Première, l'original. Celui de 62 par Ditko et Stan Lee. Et celui de l'univers Ultimate, dont nous parlerons aussi un petit peu. En ce qui concerne les films, on va se concentrer un peu plus sur Far From Home. Et on reviendra sur les précédents, que ce soit Homecoming, Civil War ou la version Raimi ou Web, le cas échéant, si vraiment il faut. Alors la version Web, vraiment s'il faut, quoi. Écoute, au moins il a des lance-toiles. Oui, il a des lance-toiles, oui, mais bon... On va parler d'autre chose. Par rapport au comics original, c'est vrai que la version de Far From Home, en fait, on en est quand même assez loin. Oui, alors il y a des choses intéressantes dans le sens où on retrouve Peter Parker vraiment jeune, 15 ans, 16 ans, vraiment l'époque où dans les comics il a eu ses... Avec ses problèmes d'ado. J'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était « Ouais, non, mais c'est un film d'ado ». Bah oui, mais Spider-Man est un ado. Ouais, mais après les thématiques sont pas inintéressantes, puisque moi en tant qu'ado, en tant qu'enfant, ses relations paternelles, que ce soit avec son oncle, avec Tony Stark, avec même à un moment donné le retour qui lui fait dans Homecoming, qui lui fait un petit peu le coup du paternalisme. Bah, le coup du paternalisme, parce que en plus, c'est le père de sa meuf. Donc on retrouve cet univers du lycée, par contre les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, notamment, moi ça me fait toujours bizarre de voir Tante May, Marissa Tomei en Tante May, quoi. Ouais, au moins c'est Tante May, bon, elle a peut-être 15 ans de moins. Oui, elle a son petit caractère et tout, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle doit. Mais c'est Tante May, c'est un univers alternatif, ça ne me dérange pas. Dans un autre univers, ça se trouve, Tante May est un homme, donc... Si ça se trouve, dans un autre univers, Tante May est cochon Hulk. Bref, en tout cas, on a une Tante May. Par contre, on a des personnages comme Ned, et puis on a Flash qui est différent. Oui, qui est moins blond, quoi. C'est ça. Mais par contre, qui est tout autant crétin, quoi. Je trouve qu'il le fait pas mal, en fait. La différence, c'est que dans les comics, c'est une brute, quoi. Oui. Chez des quarterbacks, voilà, c'est ça, c'est le typique footballeur. Là, on est plus sur un gars riche qui se la pète avec... voilà. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout Flash dans les comics, puisqu'il est plutôt l'inverse. Voilà, c'est un mec de Brooklyn comme Peter Parker, pour le coup. Mary Jane aussi est différente. Oui, vu que c'est pas Mary Jane. C'est MJ, mais c'est pas Mary Jane. C'est Michelle Jones. À la base, MJ, c'est Mary Jane, qui est depuis toujours la voisine de Peter Parker, la rousse incendiaire, avec qui il finira par se marier plus tard. Mais là, non. Non, mais voilà, je pense qu'il y a une volonté de se détacher justement des deux franchises précédentes. Voilà. Pour faire un petit peu de neuf, quoi. Voilà, on se détache du comics, mais c'est pas forcément désagréable, quoi. Non, parce que tout se tient. C'est assez bien amené. On va entamer la grosse différence. Spider-Man au lycée n'a pas été recruté par le Shield. Enfin, pas dans la version classique. Ouais. Parce que dans les Ultimates, ou dans le dessin animé, où il monte son équipe avec Tigre Blanc, Iron Fist, Powerman et Nova. Pour le coup, oui, là, ils bossent pour le Shield et ils apprennent leur métier de super-héros comme ça. Oui, je suis d'accord, c'est exactement ce à quoi ça m'a fait penser. Effectivement, là, on a Ultimates
10, donc c'est dans la série Ultimate, mais il y a donc un crossover avec Ultimate Spider-Man. Et voilà, c'est le premier contact entre le Shield et Spider-Man, où le Shield vient choper Spider-Man, dit mais bon, il y a ça à régler, maintenant tu viens bosser pour nous. Dans le dessin animé encore plus, on a cette mécanique où le Shield vient embaucher Spider-Man pour en faire un agent. C'est ça. Avec le côté trouble d'Octopus et tout ça. N'empêche que cette série elle était pas mal. Hein. Et dans la série, ils avaient même été cherchés jusqu'à l'Android of Somandy. Oh, yes. L'espèce de brique qui se transforme en Android qui mange tout. Ouais, le moule à gaufre. Ouais, c'est ça. En plus, le fait de rapprocher Spider-Man et Nova, c'était pas illogique, parce qu'ils ont, ils ont quand même eu pas mal de crossovers dans les années 70. Même jusqu'aux années 90. Voilà, c'était vraiment pas déconnant, ça, ce dessin animé. Et donc, voilà, bon, alors le fait de rapprocher du Shield, après, ça fait que, bon, bah, il a accès à la technologie du Shield, machin, et ça facilite, en plus, ses voyages. Ouais. Parce que, voilà, ça c'est le problème, c'est comment tu fais voyager un ado sans ses parents. Il y a le coût du voyage scolaire, mais comment tu fais pour organiser un voyage scolaire qui doit aller aux quatre coins de l'Europe quand tu es un petit Américain? C'est vrai que je sais pas trop d'où est venue cette idée. Ça fait partie un peu du plan de Mysterio, de faire de lui un héros de premier plan, donc il faut une menace planétaire, je suppose. Et du coup, voilà, on a ce truc un petit peu bizarre de voir Spider-Man qui se balade de pays en pays. Dans les comics, c'est rare. Très très rare, quoi. C'est très très rare. Je pense déjà qu'il n'est pas courant qu'il voyage même en Amérique. Souvent, il reste à New York. Hein. De mémoire, il a dû aller à San Francisco. Il a dû voyager une première fois au Canada dans un crossover avec Serval. Wolverine. Et puis il a voyagé en Écosse aussi, dans le fameux Esprit de la Terre. Oui, en Allemagne, Terre Sauvage, oui, il y a quand même quelques occurrences, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est très très rare, parce que c'est vraiment le super-héros new-yorkais. Je me demande s'il n'a pas passé plus de temps dans l'espace qu'en dehors des États-Unis sur Terre. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Ouais, mais voilà, Spider-Man, c'est ça. Hein, de toute façon, ça a toujours été la baseline. Hein, Your friendly neighborhood, ton voisin amical. T'es New-Yorkais, tu regardes par la fenêtre, tu vois Spider-Man. C'est l'idée, quoi. Yes. Et donc, outre son rattachement au Shield, on peut aussi parler de son lien particulier avec Tony Stark, où ça va être le leitmotiv de ce film Far From Home. C'est ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Avengers, hein, Tony Stark qui meurt, c'est le début de Spider-Man. Donc, voyez Avengers avant de voir Spider-Man. Donc, c'est un lien dans les films qui commence dès Captain America Civil War, finalement, où Tony Stark recrute Peter Parker, lui offre son costume, etc. Il l'aime bien, et puis... Donc là, ça commence en fait par Tony Stark qui est mort, fait hériter à Peter Parker de ses lunettes. Voilà, dans Far From Home, donc Peter Parker récupère la technologie Stark. À travers ses lunettes. Voilà. Mais c'est marrant quand même que, parce que dans les BD, Peter Parker a été un binoclard pendant longtemps. Voilà, ils en ont refait un binoclard, sauf que les lunettes, elles dirigent tout un système de missiles autour de la Terre, tout un système de satellites et toute la technologie Stark. Ouais, 3 fois rien, quoi. Ça fait beaucoup pour un ado, quoi. Oui, ça fait pas mal pour un ado. Là, franchement... ayant cette technologie à disposition, je ne sais pas comment ils vont faire pour lui faire affronter des petits mecs qui vont braquer le sac des vieilles dames. Hein. Ouais, je pense qu'il sortira pas les drones à chaque fois, tout simplement. C'est ça. Et cette relation entre Stark et Parker existe dans les comics. Elle est beaucoup plus récente. Elle date de début 2000-2003. À l'époque donc, de la création d'équipes qui va s'appeler les New Avengers, donc après la dissolution des Avengers et House of M, donc explosion de l'équipe par la sorcière rouge, House of M derrière, voilà, l'équipe est complètement aux 80, et des gens se retrouvent en Terre Sauvage, et donc c'est là qu'est reformée la nouvelle équipe. Donc Luke Cage, Spider-Man, Wolverine, toujours Stark et Captain America pour les bases. Et Spider-Woman qui les rejoint assez vite.
À ce moment-là, va se former une relation, voilà, effectivement particulière entre Tony Stark et Peter Parker. Tony Stark va le pousser à utiliser un petit peu plus ses capacités scientifiques pour résoudre les problèmes et voilà, en faire un petit peu son émule. Ouais. Il va créer ce costume d'Iron Spider qui va garder un certain temps, jusque finalement à l'épisode Civil War où Spider-Man va se détacher là du coup de Tony Stark. Finalement, à peu près l'inverse des films. Ça se termine dans les comics à Civil War, cette relation, alors qu'elle commence à Civil War dans les films. C'est ce que je disais d'Homecoming aussi, c'est Homecoming qui est fait complètement à l'envers, qui est une origin story à l'envers, avec, au début, il commence avec le costume super technologique et il finit le film en survette. Et ça, voilà, moi, c'est un clin d'œil que j'adore. Ça fait écho au film de Sam Raimi et, bon, à l'histoire de Spider-Man, tout simplement. Et c'est marrant, cette tendance qu'ils ont, justement, à faire l'histoire à l'envers pour Spider-Man, quoi. Ouais, mais ils sont obligés de déconstruire un petit peu. L'origine story est déjà tellement connue, déjà des comics, des 2 séries de films qui ont été faits avant. Pour ce film, donc, nous avons un antagoniste qui est Mysterio, donc adapté librement du personnage Mysterio des comics. Alors, le Mysterio des comics, pour rappel, il a son globe sur la tête, sa cape, son costume vert, il fait tout le temps de la fumée, c'est un spécialiste des effets spéciaux. Il a une brume hypnotique qui permet de renforcer l'effet de ses illusions et de ses animatroniques. De la drogue. C'est un peu ça. Voilà, c'est la grosse nuance, c'est que Mysterio, là, il bosse pas tout seul. Il a toute une équipe technique derrière, quoi. On se demande si c'est même pas l'équipe du film, quoi, qui derrière. C'est un peu ça, oui. Ouais, t'as raison. C'est ça, il fait son show à l'américaine, mais surtout, c'est un ancien employé de Stark. Plein d'employés de Stark. Voilà, c'est tous d'anciens employés de Stark qui finalement ont participé à la création des lunettes dont Peter a hérité et qui en gros veulent les récupérer pour booster encore plus leur truc, quoi. Après, forcément, il y arrive, les récupérer en jouant le paternalisme avec, encore une fois Peter. Il se fait rouler dans la farine, le pauvre gamin, quoi. Il a pas mal de problèmes pour pouvoir les récupérer. Je suis en train de réfléchir aussi dans les comics qu'il y a eu comme ça un moment où Mysterio a pris l'avantage à ce point. Et le seul exemple qui me vient en tête, c'est contre Daredevil. Par contre, c'est pas du tout contre Spider-Man. Il a vraiment réussi à le faire vriller. Avec Spider-Man, il y a eu quelques bastons mémorables, mais à ce point où il en arrive à vraiment prendre le dessus catégoriquement, j'ai pas ça en tête. Et cela dit, bon, c'est un des méchants classiques de Spider-Man, c'est un des premiers. Il a fait partie des Sinistres 6 aussi, si je me souviens bien. Ouais. C'est un méchant vraiment classique de Spider-Man. Comme il y avait eu le Vautour dans le précédent, là. Adaptation libre aussi, mais intéressante du Vautour. Oui, la version comics où en fait c'est un vieux chauve qui est obsédé par l'idée de retrouver sa jeunesse. Là ça change, quoi. Bon, déjà ils ont pris Michael Keaton, quoi. C'est très bien. Ah, ce qui est très bien, ça fait le côté paternaliste d'un Batman, mais ça fait le côté vautour d'un Birdman. C'est ça. Bon, toujours est-il que, voilà, on continue la galerie des vieux persos, quoi. Alors, je sais pas, la prochaine fois, ça sera peut-être le Rhino. Ah, j'aimerais bien. Le Rhino, ce serait cool. Ah, il y a moyen. Voilà. Mais le Rhino, je pense que c'est un personnage qui aura plus de mal à fonctionner tout seul. Parce que le problème, c'est qu'il est un peu bas du front et on est à la mode des ennemis qui réfléchissent, quoi. Ouais, mais après, tu peux jouer plus sur le côté dramatique parce que tu regardes ce que Sam Raimi avait réussi à faire sur Sandman, sur Spider 3. Oui. C'était très bien. Ouais. C'est un peu dommage que tout ça ait été gâché par un Venom un peu à l'arrache, mais le Sandman était très bien. Ouais. Et pourtant, voilà, c'est pas un perso qui réfléchit, il est plus dans l'affect, il est plus dans le... C'est ça. Mais, ou alors en mettre plusieurs ensemble. Après, on a commencé à faire pas mal de tours entre les trois franchises. On a vu le Lézard, on a vu Venom, on a vu... On a vu Electro. Electro, j'ai oublié. Ouais. Les itérations du Bouffon Vert. Du Bouffon, Docteur Octopus. Ouais, Docteur Octopus qui était très très bien, d'ailleurs, par Alfred Molina. Lézard, ouais, on a presque tous les Sinistres 6. On a donc Mysterio, dont le plan est de devenir le super-héros le plus coté du monde. Cela dit, quand on creuse un petit peu, on se dit que son plan, ça marche pas. Parce que le jour où il y a une vraie menace et que le Shield l'appelle... Excusez-moi, j'ai un truc à faire. Bon, après, s'il a 10 000 drones, il peut peut-être le gérer.
Avec un Hulk, ils en ont chié, hein, juste pour une oui. petite invasion Chitauri. Hein. Il est dans la merde avec la plupart des menaces de grande ampleur. Hein. Hein, un Thanos, un truc du niveau de Thanos. Ouais. Bon, il Sinon, n'y en a ça pas marche beaucoup pas. qui sont du niveau de Thanos, mais il va être bien avec ses petits drones. Bah, Mysterio, oui, donc au final, il se fait sécher. Hein. En fait, il se sèche tout seul, même, pour être précis. Parce On a depuis le début qui est pas très bien amenée pour le coup, cette petite défaillance de pouvoir de Spider-Man. Après, je me souviens pas que dans Civil War ou dans Homecoming, il parle beaucoup de son sixième sens, son Spider-Sense. Non, non, justement. D'ailleurs, j'avais vu, c'était un truc que reprochaient pas mal de fans, c'était justement qu'on n'en parlait quasiment pas, quoi. D'accord. Et donc là, ils en parlent, mais apparemment, c'est pas très bien fonctionnel au début. Que sa petite antenne, je crois, mais appelle ça. Alors j'ai vu la version québécoise, ils appellent ça le petit chatouillis. C'est mignon, non? Un petit chatouillis. C'est ça, un petit chatouillis. Ouais, je suis tombé sur la version québécoise, j'ai pas fait exprès. J'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai pas réussi. Alors un bon point quand même, c'est que eux au moins ils savent dire Spider-Man. Spider-Man. Et pas Spider-Man comme depuis 20 ans dans les versions françaises. Spider-Man, l'araignée. Depuis 20 ans, t'es mignon. Hein, parce que déjà, le générique de Noam dans les années fin années 80, début années 90, c'était Spider-Man, l'araignée. Ouais, quand même. Ouais, mais il y avait déjà un accent de merde dans les années 80, monsieur. Et donc finalement, cette petite antenne se réveille et puis ça permet de naviguer entre les illusions et de friter Mysterio. C'est ça. Voilà, ce petit up de pouvoir, donc le Spider-Sense est à nouveau d'actualité Oui. dans cette nouvelle franchise. Ça fait du bien de le voir de retour. Au milieu de tous les gadgets de technologie Stark. Oui, pour le coup, et qui sont toujours là, même de plus en plus. Oui. Reconstruire son costume dans l'avion, y intégrer des toiles électrifiées pour friter les drones. Mais quelque part, heureusement que Happy est venu le voir avec un avion, avec une usine à costumes de Spider-Man. Moi, je veux pas dire, mais je trouve que Happy, en fait, il a un super pouvoir de prémonition qui est vachement cool. Parce que toi, dans ton coffre, t'as pas une usine à fabriquer des costumes. Bah non. Ouais, faut dire que t'as pas de voiture aussi. Bah non. Donc Spider-Man se replace, se confirme en tant qu'héritier de Stark sur ce final. Est-ce qu'on va en venir à ce que j'ai vu passer dans les comics qui m'a fait un peu m'arracher les cheveux, avec les entreprises Parker? Et pourquoi pas? C'est plus d'actualité, mais... Avec le Peter Parker multimillionnaire. Après, c'est très différent. C'est un Peter Parker, c'était il y a 4 ans. Donc c'est un Peter Parker trentenaire. C'est ça. Là, à 16 ans, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Hey, en étant en digne héritier de la technologie Stark, on peut s'y attendre. Hein. Ouais, peut-être qu'ils vont lui trouver une place de... Je sais pas, de co-gérant. Non, je sais pas trop comment ils peuvent faire ça à 16 ans, c'est compliqué. Hop. Stagiaire. Patron, Directeur stagiaire. Patron stagiaire. Patron stagiaire, c'est ça. Rigolez pas, ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. Ah, les postes de directeur artistique stagiaire. Ouais, ça, c'est... Les graphistes peuvent vous en parler. Tout à fait. Oh si, il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, dans sa vie d'ado, donc ses premiers émois amoureux, avec et sa capacité à la dissimulation qui est absolument nulle, c'est t'es Spider-Man. Et comment tu sais? Voilà. Après, son raisonnement est plutôt correct, hein, même si je pensais plus les autres qui sont un peu... Ah oui, les autres sont un peu teubés, quoi. Oui, il se fait gauler par tout le monde, quoi, en fait. Hein. Tout le monde sait que c'est Spider-Man. Hein. Alors, c'est vrai que c'est une des différences majeures. Bon, MJ, dans les comics, elle finit par le savoir assez rapidement. Par contre, Tante May est au courant aussi. Et ça, dans les comics, c'est plutôt rare. Elle l'a su, du coup, un peu avant Civil War. Dans les comics, Spider-Man l'a prévenu avant de révéler son identité à la face du monde sous l'impulsion de Tony Stark. Ce qui sera effacé aussi un peu plus tard avec le pacte avec Mephisto. Tout ça est bien compliqué. Oui. Et, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont été obligés d'aller faire un pacte avec le diable pour réécrire leurs conneries, quoi. Alors, merde, comment on s'en sort, là? Non, mais oh! Ça, c'est le...
C'est le cycle en fait, les choses changent mais ils reviennent toujours au point de départ. C'est ça. Comme dernièrement, justement avec ce pacte avec Mephisto, ils avaient effacé de la réalité donc son mariage avec Mary Jane. Et bon, ça a pris du temps, mais là ils sont de retour ensemble. Ils sont pas mariés, mais bon, ils sont à nouveau à la colle, donc ça boucle. Ouais. On en reparlera. Ouais. La scène de fin. La scène de fin. Oui, avec la scène post-générique avec Jonah Jameson qui annonce oui, Peter Parker et Spider-Man. Il travaille pas encore pour Jameson, et Jameson sait déjà que c'est Spider-Man. Alors, je pense qu'il va pas avoir le contrat. Il prendra pas de photos pour Jameson. Ouais. Ça va être compliqué. Et c'est dommage parce qu'en plus ils ont été chercher l'acteur de... J'ai oublié son nom, cet acteur qui jouait Jameson chez Sam Raimi, qui est le Jonah Jameson parfait. Il est parfait. Il est parfait. On retrouve un autre job que photographe, quoi. Ah oui, là, ouais. Bon, tu me diras, il y a pire comme job que héritier de Tony Stark. Quoi. Oui, c'est ça. S'il commence à diriger une multinationale, il a peut-être pas besoin de prendre des photos, livrer des pizzas, quoi. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que du coup, Mysterio le fait passer pour le méchant de l'histoire. Et ce côté Spider-Man, ennemi public numéro 1. Ça, on rejoint bien les comics de l'époque. Ouais, on est dans la période de 80, 85. Avec Jonah Jameson. Ça a commencé très tôt, hein, la croisade de Jameson, même avant. Hein. Ouais, mais je me souviens d'une période où c'est vraiment... les flics limite le tir à vue, enfin vraiment c'est le pire quoi. Alors je me trompe peut-être sur la période, mais je me souviens je pense que ça a été à peu près toujours, parce que déjà dans les années 70 c'était déjà le cas. Hein. Ouais, possible. Et moi je me souviens d'épisodes où Spider-Man se demandait pourquoi la torche humaine était acclamée, et puis pourquoi lui, tout le monde lui tirait dessus. Et voir, c'est l'épisode où il rencontre pour la première fois la torche humaine, et la torche humaine essaye de le shooter, hein, quand même. C'était pas rien, hein. Je crois que c'était dessiné par Kirby à l'époque, donc c'est dire que ça date. Hein. Ils sont devenus potes depuis, ça. Oui, à la fin de l'épisode, ils étaient potes. Bon, alors, en conclusion, un Spider-Man qui représente bien le Spider-Man adolescent des comics, mais avec tout cet héritage de Stark en plus, ce lien avec les Avengers et le Shield qu'il n'aura pas dans les comics avant très longtemps. Le Shield qui est dirigé par un Skrull. Le contexte social du Spider-Man du début des comics. Le lycée, sa tante, sa famille. La mort d'Oncle Ben, même si elle n'a pas été filmée et montrée. Alors, il y a juste ce côté Avengers et Shield qui arrive beaucoup plus tôt que dans les comics. Je sais plus si dans le film ils disent mon pouvoir implique une grande responsabilité. Non, il ne tourne pas comme ça. D'ailleurs, c'est dans Civil War qui laisse ses discussions avec Stark. Alors, c'est... Ouais, je sais plus. Quand tu peux faire quelque chose, en gros, il faut le faire. Enfin, c'est tourné différemment. Mais... Oui. Mysterio, assez différent des comics, puisqu'il ne travaille pas tout seul. Il a toute une équipe à son service. C'est une petite entreprise, Mysterio. Hein. Après, voilà, le film ne reprend pas d'arc scénaristique tiré de comics. Non, voilà, il fait son propre taf. Bon, faut dire que c'est... Vu que l'environnement est tellement éloigné des comics, quoi, vu que les personnages changent... Oui, c'est totalement inédit, oui. Et pour le coup, c'est plutôt rafraîchissant, ça le fait pas mal. Oui, et franchement, c'est un bon moment à passer dans un film. Voilà. Mais j'avais déjà trouvé ça avec Homecoming. Je l'avais trouvé intéressant dans Civil War, donc oui, non, il est très bien, ce petit Spider-Man. Ouais, je suis d'accord. Il est très bien. Donc voilà, c'était... notre petit avis comparatif sur Spider-Man Homecoming, Far From Home et les comics de différentes versions. Entre Spider-Man et sa dernière version filmique. Et quelques digressions. Alors, est-ce qu'il y a un film que tu aurais envie de traiter prochainement ? Un film que j'aurais envie de traiter. Quand je dis traiter, c'est pas de l'insulter. Hein, oui, c'est ce que je me disais. On pourrait faire des films qui sont un peu hors continuité habituelle, mais qui sont du Marvel quand même.
Bon, on va pas faire Daredevil, on va pas tirer sur l'ambulance, mais non, mais genre, par exemple, un Ghost Rider, parce que Ghost Rider, on vomit souvent dessus, mais il a ses qualités, ce film, je soutiens qu'il a ses qualités. On pourrait faire Les 4 Fantastiques, on pourrait faire... tous ces films qui sont hors cinématique universe. Maintenant, si vous avez un avis sur des films dont vous aimeriez voir le comparatif avec des comics et tout ça, les commentaires, c'est fait pour ça. Là. Merci beaucoup. Merci à vous et une prochaine fois. Allez, ciao. En conclusion de ce film. Alors... Eh ben, un Méphisto plus grand...